Bon, on avait expliqué la fonctionnalité de chaque touche et on a précisé que vous pouvez également installer une console externe qui se lie avec le variateur avec un câble de communication si vous voulez avoir un affichage à l'extérieur du coffret. Voilà un coffret d'exemple avec la console externe, le voyant. D'accord. Qu'est-ce qui manque dans ce coffret normal? Les commutateurs, je pense. Ce qui manque, oui, le commutateur on-off. Voilà pourquoi on ne l'a pas mis, parce qu'on a mis une console externe. Donc, on peut utiliser les deux touches pour actionner le variateur. Donc, on n'a pas besoin d'un commutateur externe. Si on n'avait pas la console, donc il faut forcément utiliser un commutateur externe pour commander le variateur, la mise en marche, la mise en œuvre. On avait parlé du paramétrage du variateur. On a expliqué les différents paramètres essentiels pour sa mise en marche. ولكن réellement, les installations, généralement, on fixe pas guère les valeurs. Je vais vous déterminer les valeurs euh, minimales à fixer et essentielles à fixer. On avait aussi dit que les variateurs, donc, ils intègrent l'option de détection de panne et d'affichage du type de la panne avec un code d'erreur. Et vous devez normalement avoir le manuel de votre variateur pour pouvoir interpréter la panne qui est affichée sur écran, dans le but de dépanner le variateur s'il est possible de le dépanner. Bien sûr, s'il ne nécessite pas une réparation. Les paramètres à régler, هما هادي. Donc F002. Est-ce que si vous utilisez un commutateur externe, la majorité des cas, on utilise un commutateur externe, donc il faut choisir la valeur 1. Il faut déterminer la fréquence minimale. La fréquence maximale, par défaut, c'est 50 Hz. هادو بجوج, c'est pas la peine de le régler. Donc la fréquence, le commutateur, la fréquence minimale. Voilà, qu'est-ce qu'il faut régler aussi? Les voyants. نشوفوا les voyants finalement. Mode de fonctionnement, initialisation, vitesse nominale. Les voyants, le paramètre ديالهم ما درتولكمش, mais vers la fin de la formation de pompage, je vais vous faire un résumé, واحد diapositive فيها en résumé les paramètres essentiels à régler. D'accord, نديرو فيها غير l'essentiel. Et on avait aussi parlé des problèmes fréquents qui apparaissent dans les systèmes de pompage solaire. On avait parlé des protections intégrées dans le variateur pour protéger la pompe. Ce n'est pas nécessaire qu'il y ait parfois des installateurs qui aient un coffret de commande avec un variateur ou qu'ils isolent avec le relais thermique, le relais de niveau euh, ou beaucoup d'autres protections assez, ou les maintenant un disjoncteur moteur, beaucoup d'autres protections, il y a des aidines. Normalement, les modèles actuels qui sont sur le marché des variateurs, ils sont intégrés. Vous n'avez pas besoin ni de relais thermique, ni relais de niveau, ni disjoncteur moteur. Toutes les protections sont intégrées sur le variateur. Il suffit juste de le programmer. Si vous arrivez à le programmer correctement, vous n'avez pas besoin de protection supplémentaire. Donc, les protections liquides d'air ou le coffret de commande, vous mettez les protections d'essai. Mais tout ce qui est assez, il est géré par le variateur. Avec الشيء qui يزيد الثمن على le client بدون فائدة.
Même le relais de niveau, quand il dans les anciens modèles, il n'y a un moyen de raccorder le son de niveau avec le variateur. ولكن دابا le relais de niveau il est intégré dans le variateur. هذه un. Deux, avec la protection contre la marche à sec, vous n'avez pas besoin même pas de sonde de niveau. Alors, il suffit de régler le courant de marche à sec. Et si vous arrivez à le régler correctement, vous n'avez pas besoin de sonde de niveau. D'accord? On avait parlé des types de moteurs qui sont utilisés dans le pompage solaire, le moteur à courant continu, le moteur brushless, et on avait dit que le plus utilisé, c'est le moteur alternatif, les pompes AC, ce qu'on appelle les pompes AC, c'est-à-dire Alternative Current Pump. D'accord? On met les plus utilisés actuellement le pompage solaire. Les normes, ils sont fiables, ou le prix des normes, il est abordable. Mais les problèmes ou les pannes. D'accord? On avait aussi dit que les puissances des pompes, ils sont graduées, standardisées. Ouais, donc, mais les puissances les disponibles. On avait dit aussi que une pompe de 380, vous pouvez changer son couplage pour la transformer en une pompe de 220, que ce soit immergée ou une pompe de surface. Mais une pompe de 120, vous ne pouvez pas la changer en 380. Il est bien sûr, mais il est conçu de façon à être changé. D'accord? Il y a des pompes de 120 qui sont figées, mais il y a des pompes de 380. ولكن الأغلبية ديال les pompes 380, vous pouvez les transformer en pompes de 120 وغادي نشوفوا علاش plus tard. Alors, كنا هضرنا على les types ديال les pompes. Les pompes centrifuges, ça veut dire les pompes qu'on met dans le puits. Les pompes centrifuges immergées, les كينزلوا وسط الماء. Les pompes flottantes, ou les pompes de surface, les pompes volumétriques très peu utilisées, les pompes à main sont des pompes anciennes qui sont plus utilisées. Maintenant, on va parler des données de base. Qu'est-ce que vous devez savoir pour pouvoir effectuer un dimensionnement d'une installation de pompage solaire? Normalement, on a besoin de deux informations essentielles. La hauteur manométrique totale et le débit. Deux informations. Alors, quelle est la hauteur manométrique totale, ce qu'on appelle HMT? بزاف في الدومين ديال البومباج سولير غادي تبقاو تسمعوا هذه القضيه ديال الاش ام تي. دونك غير كتدوي على شي واحد على اون انستالاسيون سولير ولا ان بروبليم فيها ولا ان بروبليم افيك ان فارياتور, il te pose la question quelle est la HMT. Alors la HMT normalement c'est la différence de pression en mètres de colonne d'eau entre les orifices de l'aspiration de la pompe et le point là où l'eau doit arriver. D'accord? مثلا il y a واحد le puits où la pompe il est à une distance مثلا de 20 mètres en dessous de la surface. Alors l'HMT تقريبا c'est 20 mètres. Ou la profondeur d'abord pour l'instant on simplifie la définition, نقولوا la profondeur ديال le puits. ولكن on va voir que la HMT est un petit peu plus compliqué que ça. ماشي simplement la profondeur, mais qu'il y a d'autres valeurs à rajouter ou à prendre en considération pour calculer la HMT. L'équation, c'est que la HMT est égale à Hg plus Pc. Hg, c'est la hauteur géométrique et Pc, ce sont les pertes de charge. شنو هي la hauteur géométrique? La hauteur géométrique هي la hauteur entre la nappe de l'eau pompée, ce qu'on appelle le niveau dynamique, et le plan d'utilisation. Le plan d'utilisation, ça veut dire le point là où l'eau doit arriver. Le point d'arrivage de l'eau, la destination de l'eau. D'accord? Et les pertes de charge, normalement, on met les pertes qui sont
qui sont causés par les frottements de l'eau sur les parois des conduites, ou là à travers les coudes, à travers les vannes, les clapets. Donc, garde les accessoires qui connaissent les conduites, le trajet de l'eau pompée, ils peuvent causer des pertes fèches, des pertes de la pression. L'eau pompée, à chaque fois qu'il rencontre un obstacle, un virage ou une différence de diamètre, la tuyauterie, alors il est freiné. On perd la pression. C'est pour ça qu'on les appelle les pertes de charge. Normalement, il influe sur la pression de l'eau en son point d'arrivée. D'accord? Il influe aussi également sur le débit. Donc, lorsque vous avez un puits, on va voir le schéma ici. Lorsque vous avez un puits, vous avez deux niveaux à prendre en considération, qui est le niveau statique, d'accord? Le premier niveau à prendre en considération est le niveau statique d'un puits. C'est la distance entre le sol et la surface de l'eau avant pompage. Ça veut dire avant de démarrer le pompage, la différence de distance entre le sol et le niveau d'eau, c'est le niveau statique. Quand vous n'avez pas encore démarré la pompe. Alors que le niveau dynamique, où la différence de distance entre le sol et la surface de l'eau après démarrage du pompage, après que vous avez démarré la pompe. D'accord? Donc, la hauteur géométrique avec laquelle on calcule la HMT, il y a la hauteur du réservoir plus le niveau dynamique. Dit l'équation dira HG est égal à la hauteur du réservoir plus le niveau dynamique. Et les pertes de charge, normalement, sont considérées comme étant 10% de cette distance. 10% de cette distance. On a défini le niveau statique, le niveau dynamique. Donc, pour les pertes de charge, il y a deux moyens de les calculer au lieu de les intégrer avec l'équation. Soit, la façon la plus simple et la plus utilisée, vous considérez que les pertes de charge représentent 10% de la distance hauteur du réservoir, hauteur du réservoir plus niveau dynamique, 10% de cette distance. Alors là, vous calculez réellement les pertes de charge. Donc, les pertes de charge, vous avez des tableaux sur Internet, dans la documentation, qui indiquent quelle est la HMT qui s'ajoute pour chaque type d'accessoire de tuyauterie. Si vous avez par exemple un clapet de pied crépi qui يكون في التحت ديال la pompe, la crépine, c'est pour filtrer et c'est pour éviter le retour de l'eau, une valve. Donc, على حساب le diamètre nominal de la tuyauterie, هذا هو la perte de charge correspondante à cet accessoire. إلا كان عندك un coude ديال 90 degrés, ça veut dire كان عندك مثلا التويو جاي بحال هكا, et vous avez ajouté un coude de 90 degrés pour dévier le trajet du tuyau. Voilà la HMT qui s'ajoute en fonction du diamètre de la tuyauterie. Au robinet à soupape, la même chose. Voici les valeurs. Vanne à passage direct. Les valeurs d'elle. Clapet de retenue. Les valeurs d'elle. Chaque accessoire de tuyauterie, surtout la plomberie, donc, une perte de charge qui s'ajoute
Flash MT. Donc, soit vous allez faire l'inventaire des accessoires que vous avez, et vous allez faire la somme de toutes les pertes de charge, soit vous allez tout simplement considérer qu'il s'agit de 10% de cette distance, et vous allez calculer votre HMT directement. Alors, هنا نشوفوا شنو هو le niveau statique, شنو هو le niveau dynamique sur schéma. هذا عندنا un puits. D'accord, هذه هي la pompe ديالنا. C'est une pompe centrifuge immergée. Maintenant, la canalisation, la tuyauterie qui passe de cette façon. Alors, il y a la hauteur du réservoir. Il y a la distance le plus haut point du réservoir, là où on va verser l'eau, jusqu'au sol. Et la hauteur du réservoir. Le niveau dynamique, c'est la distance entre le sol et le niveau de l'eau après démarrage de la pompe. Ça veut dire quoi? Faites le cas, faites le puits. Lorsque vous laissez le puits se reposer, vous allez trouver que l'eau monte à ce niveau. Et lorsque vous démarrez votre pompe, vous allez remarquer qu'après un certain temps, l'eau se stabilise à ce niveau-là. D'accord? هذا هو le niveau dynamique, alors que هذا هو le niveau statique. Alors, les puits, normalement, il faut mettre les caractéristiques. Le puits auto-repos, l'eau qui compte, dès que vous démarrez la pompe, surtout s'il s'agit d'une pompe de grande puissance, l'eau va baisser. Surtout, هادشي كيوقع في الفوراج وفي البير اللي من النوع ديال الصوندا والفوراج. البير بلدي تقريبا كيكون لي نيفو ستاتيك هو لو نيفو ديناميك. اسكو vous faites la différence ما بين هاد لي تخوا؟ كاين trois types de puits. كاين لو بوي تراديسيونيل اللي كنسموه البير بلدي، كيكون كيتحفر غير باليد. Donc, on le creuse à la main avec des moyens manuels ou même des machines de type compresseur. Mais la principale caractéristique du puits traditionnel, c'est qu'elle a il a un large diamètre. Minimum 1 mètre. كاين اللي فيهم plus jusqu'à 2 mètres, 2 mètres. D'accord? هذا بالنسبة للبير بلدي. Donc, l'avantage du puits traditionnel, c'est que vous avez un grand réserve d'eau. Dès que vous trouvez la nappe phréatique et que vous avez accès à l'eau, vous avez un grand réserve. Ça veut dire que lorsque vous mettez votre pompe et que vous la démarrez, alors le niveau de l'eau dans le puits traditionnel ne baisse pas considérablement. Il est très bien le niveau statique et le niveau dynamique. Parce que vous avez un réserve. ولكن في الفورage, le diamètre, il est limité. Donc, في maximum, تلقى فيه 60 cm. Au max. Donc, lorsque vous installez votre pompe dans le puits de type forage, normalement, lorsque vous démarrez la pompe, le niveau d'eau baisse. Et il baisse considérablement. C'est le niveau statique. Et le niveau stationnaire après démarrage de la pompe, ou le niveau dynamique. Il se peut, lorsque vous augmentez le débit de la pompe, il se peut que le niveau dynamique baisse, augmente encore plus. D'accord? Normalement, le puits traditionnel, il est surtout utilisé dans les profondeurs rares. Lorsque vous allez créer un puits de 20, même 10 mètres, 50 mètres, ça peut être fait d'une façon traditionnelle. Ou même 50 mètres, c'est bon. Mais lorsque vous voulez avoir une profondeur maintenant de 100 mètres, 150 mètres, il n'y a pas moyen d'avoir un puits traditionnel.
soit qu'on utilise, soit qu'on utilise la technique du forage. Donc, il y a une machine qui a une tête pour percer. Donc, avec le forêt, on l'intègre dans le sol, il commence à tourner. D'accord? Il commence à tourner. Ça nécessite 6 heures jusqu'à 8 heures d'air. Donc, vous pouvez même atteindre une profondeur de 100 mètres. D'accord? ومن بعد ils installent la canalisation en PVC pour protéger le forage contre l'effondrement. Sur les parois du forage, on insère un grand tuyau, un grand canal en PVC pour protéger le forage contre l'effondrement. Il y a une autre technique, c'est qu'on utilise une grande masse métallique raccordée avec un fil métallique et que cette masse va percer le forage بحال شي marteau. Donc, il va, avec une fréquence fixe, frapper le sol. D'accord? Il va le frapper, il va remonter, il va le frapper, il va le remonter, بحال un mouvement de marteau. Et à chaque fois qu'il frappe, elle descend de quelques centimètres. Ça demande تقريبا 7 jours pour créer un forage de 100 mètres. Voilà, il fonctionne 24 heures sur 24, durant 7 jours. Pour percer. Bien sûr, la technique, ça coûte cher. ولكن شنو هو l'avantage ديالها؟ هذه on l'appelle باللانجاج ديال les techniciens ou les agriculteurs, on l'appelle sonde. Alors que la technique ديال le forêt qui tourne, on l'appelle forage. شنو هو l'avantage ديال هاد السوندا اللي دايره بحال un très grand marteau, un marteau gigantesque, c'est qu'il n'y a jamais risque d'effondrement ديال le puits. Parce que la paroi ديال le puits, il est compressé. Avec la pression, il est compressé. Il y a très peu de risque d'effondrement dès le puits. Alors que, ou la même chose, il protège le puits avec une canalisation ou un tuyau en PVC. Voilà qu'il y a très peu de risque d'effondrement. Alors que le cas du forage, alors il se peut qu'il y aura effondrement ou qu'il y aura décalage dès le puits. Quand tu fais 50 mètres, quand tu fais 100 mètres, à un certain moment, tu as une partie de décalage à l'autre. Parce qu'il y a les mouvements tectoniques, il y a aussi l'eau, la pression de l'eau qui est en dessous de la terre qui pousse la canalisation de la tuyauterie en PVC à mouvoir, à bouger. Donc il se peut qu'il y ait un décalage. Voilà. Un décalage sur le puits. Dans ce cas, soit vous allez trouver une difficulté à faire entrer la pompe dans le puits ou à la faire sortir. Donc, le puits, il se bloque. Mais avec la sonde, ça coûte cher, oui, mais il y a peu de risque d'effondrement. Le moyen le plus à l'aise, le puits traditionnel, vous ne pouvez pas atteindre de grandes profondeurs. Ça coûte pas cher, c'est limité en profondeur et ça demande beaucoup de temps pour la réalisation ou pour creuser le puits traditionnel. D'accord. Donc voilà, je vous ai expliqué les puits qui sont utiles ou باش تعرفوا la différence ما بين le niveau statique ou le niveau dynamique. La hauteur du réservoir راها باينه. Il n'y a pas une grande explication à faire là-dessus. Voilà, maintenant, on va faire quelques exercices sur le calcul de l'HMT. Comment calculer l'HMT? Faire le premier exercice, on va prendre un cas simple avec des données bien claires. On vous dit qu'il s'agit d'un puits avec un niveau statique de 12 mètres, un niveau dynamique de 36 mètres, la hauteur du réservoir est de 3 mètres. Pour les pertes de charge à considérer, c'est 10%. Donc, l'équation de l'HMT, c'est le niveau statique plus la hauteur du réservoir
multiplié par 1 plus les puissances les pertes de charge. D'accord? Et vous allez calculer le niveau dynamique plus la hauteur du réservoir plus 0,1 fois 0,1 ça représente 10% fois le niveau dynamique plus la hauteur du réservoir. Tout simplement. C'est l'équation à prendre en considération. Donc, faites l'application numérique. Je vous donne un petit peu de temps pour faire l'application numérique et nous donner quelle est la chaîne T relative à cet exercice. Combien vous avez obtenu? 42,9. Et pour les autres, la même chose? Non, ah oui, oui. Et bien là, pour les autres participants, 42,9. Bon, normalement, 42,9, c'est la bonne valeur. Le niveau dynamique, plus la hauteur du réservoir, c'est 39, plus 10% de 39, il y a 3,9. Il y a 42,9. Alors, on a d'autres données. بحال le rabattement. شنو هو le rabattement؟ كاين شي واحد فيكم كيعرف شنو هو le rabattement؟ Le rabattement عنده علاقة بلو بوي وكاين عنده دو ديفينيسيون. كاين اللي كيقول لك le rabattement هو la différence entre niveau statique et niveau dynamique. Le rabattement هو le niveau dynamique moins le niveau statique. Moins le niveau statique. هذه la définition simple وماشي هي اللي exact. ولأن إلا فيريفيناها هنا واش لو راباطمون هو نيفو ديناميك موان نيفو ستاتيك 36 موان 12 هي هذيك ياك، ولكن ماشي هي هذه لا ديفينيسيون اكزاكت. نورمالمون لو راباطمون شنو هو؟
Le rabattement, c'est un débit. C'est un débit. Yani, combien le puits il est capable de fournir en mètres cubes par heure au maximum. يعني إلا فتنا هاد le débit, نسميه coulomb, إلا فتنا هاد le débit, le puits va se vider. يعني vous allez vider tout le réserve et vous allez vider le puits. D'accord? Donc, normalement, le rabattement, c'est, pardon, ماشي en mètre cube, pardon, en mètre cube, en mètre, ماشي en mètre cube, pardon, en mètre par mètre cube par heure. يعني, lorsque vous allez commencer à pomper, c'est en mètres par mètre cube par heure. Ça veut dire, lorsque vous allez pomper avec un débit donné, maintenant 10 mètres cubes par heure, de combien de mètres va baisser le puits d'eau? Il y a la définition exacte de le rabattement. Je vais la répéter en arabe, mais je vais voir acteur. Le rabattement, il est بديتي كتبومبي من لو بوي ديالك avec واحد ديبي معين مثلا 10 متر كوب باغ لو بوي ديالك هبط ب 10 متر دونك هذا هو لو rabattement. D'accord. Normalement هاد لي دوني هادو لو نيفو ستاتيك لو نيفو ديناميك لو rabattement شكون اللي غادي يعطيه لك؟ qui est responsable normalement de vous fournir هاد les données? Ou là vous devez les chercher vous-même? Hein? Des relais. Là, Les gens qui ont fait le forage. pardon? J'ai dit les gens qui ont fait le forage, non. Exactement, ce sont les gens qui ont fait le forage, qui doivent faire le test, qui doivent effectuer un test de pompage, ce qu'on appelle un test de pompage. Ils doivent donner au client un document, un petit document qui indique le niveau statique, le niveau dynamique et le rabattement. À deux, trois informations normalement qui doivent être livrées au client. Vous, en tant qu'installateur solaire, vous n'avez pas intérêt à vous mêler de ce problème-là. Pourquoi? Parce que si vous dites au client, si vous commencez à traiter avec le client en vous basant sur des données que vous avez récoltées vous-même, que vous avez estimées vous-même, alors il se peut que les données ne sont pas justes. Et vous allez faire votre dimensionnement, il se peut que ça ne marche pas correctement, comme le client le veut. Dans ce cas, vous allez assumer la responsabilité de ce que vous avez estimé. D'accord? C'est pour cela qu'il faut laisser aux gens spécialistes des forages de faire le test du forage et de vous donner les données. Et pour être franc avec vous, dans le cas des installations agricoles, des grandes exploitations agricoles, oui, vous allez trouver un agriculteur qui est éveillé ou un ingénieur agricole qui sait ce qu'il fait. Donc, il a les données, il les a demandées à celui qui a fait le forage. Ou chez les agriculteurs traditionnels, la majorité des agriculteurs, celui qui sera responsable de creuser le forage, il va le creuser, il va trouver l'eau, il va être payé, il va partir. D'accord? Il va tester bien sûr avec une pompe simple s'il y a l'eau, donc l'eau va remonter, il va partir. Il ne va ni effectuer un test pour déterminer le niveau statique, ni niveau dynamique, ni rabattre. Donc lorsque vous allez partir chez le client, il va vous dire que nous avons trouvé l'eau à une profondeur telle. Ça correspond à quoi? À la donnée qu'il vous a présentée. Le niveau statique, non. Niveau statique.
tout simplement. Il va vous donner le niveau statique. Donc, si vous trouvez ce genre de problème, vous allez vous contenter à dire que la chaîne T, dans ce cas, c'est la hauteur du réservoir, s'il y a un réservoir, bien sûr, plus le niveau statique, et non pas dynamique, facteur de 1 plus les pertes de charge. Ça, parce que vous n'avez pas l'information niveau dynamique ni rabattement. Et dans la majorité des cas, vous ne les aurez pas. D'accord? Alors maintenant, on va faire un deuxième exercice. L'exercice dit que nous avons un forage avec une pompe, une canalisation, une tuyauterie. Il n'y a pas de réservoir, il y a un bassin. Donc, il y a un bassin qui se trouve à la même surface du puits, sur Terre. Donc, la hauteur du réservoir ici, c'est égal à 0. D'accord? Je vais vous donner les données. Donc, le niveau statique, on va dire qu'il s'agit de 80 mètres. Le niveau dynamique est égal à 100 mètres. D'accord? Et la distance entre le puits et le réservoir, il est égal à 150 mètres. La distance D. Donc, maintenant, je vous demande de calculer l'HMT dans ce cas. Est-ce que vous avez trouvé la solution? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé quelque chose? C'est 110. Comment vous l'avez calculé? HR égale à 0.
ND égale à 100, ND multiplié par 1 plus perte de charge. La distance. Ouais, la distance. La règle dit que ce que vous avez fait jusqu'à présent, il est correct. Donc, l'HMT qu'on va calculer est égal à le niveau dynamique, la hauteur du réservoir plus le niveau dynamique, yak, facteur de 1 plus les pertes de charge. Donc, il y a ici, il y a 0 plus, donc plus 0 plus 100 fois 0,1. Yak, c'est ce que vous avez fait. Oui, Donc, vous avez trouvé 110. 110, oui. Voilà. ولكن ce qu'il faut ajouter, هو هاد la distance هادي. Hاد la distance, on ne va pas l'ajouter en sa totalité. On va considérer que lorsque vous avez une distance horizontale, la règle dit, lorsque vous avez une distance horizontale, d'accord? Normalement, la distance horizontale, chaque 10 mètres maintenant, vous fait ajouter plus 1 mètre flashant. Yani هذه si on la divise sur 10 غتعطينا 15 يعني ce que vous avez obtenu il faut rajouter un 15 ici. Vous avez compris? Non, je n'ai pas bien compris. Voilà. Donc lorsque l'eau doit parcourir une distance verticale, avec la distance maintenant elle est de 50 mètres, donc on l'ajoute directement ici. Le niveau dynamique, c'est une distance verticale, on l'ajoute directement ici. Si on avait une hauteur du réservoir, on l'ajoute directement ici. Supposons que le réservoir il est haut de 15 mètres, on va rajouter ici 15 mètres au lieu du 0. Vous êtes d'accord jusqu'à présent? Oui. Brahim. Oui. Voilà. Mais, Oui, je suis d'accord avec vous. mais si vous avez une distance une distance horizontale, si vous avez une distance horizontale qui sera parcourue par l'eau, d'accord? Cette distance, normalement, la règle vous dit que chaque 10 mètres de cette distance, pour chaque 10 mètres, il faut ajouter 1 mètre flashant. C'est clair? Oui. Voilà, ça veut dire que si vous avez 150 mètres de distance horizontale à parcourir, vous allez la diviser sur 10, vous allez trouver 15, donc il faut rajouter 15 mètres flashant. Et c'est ici, les 15 mètres que j'ai rajouté ici. Supposons maintenant que nous avons, je vais vous donner un autre exemple. Nous avons un niveau dynamique de 120 mètres, une distance horizontale à parcourir jusqu'à réservoir de 500 mètres. D'accord? Dans ce cas, la HMT sera égale à quoi? Il sera, là, nous avons une hauteur du réservoir de 20 mètres également. Donc, la HMT sera égale à quoi? Sera égale à 20, la hauteur du réservoir, plus le niveau dynamique, 120, plus quoi? Plus 50. Plus 50. 500 sur 10. 50. Plus 50. Hatchi plus la même chose, 20 plus 120 plus 50 fois 0,1. On est d'accord? Oui. Bon, si tout le monde a compris, nous allons passer à un autre exercice.
Nous avons un puits traditionnel. Le niveau statique est égal à 30. Le niveau dynamique est égal à 31. D'accord? Et à partir du puits, nous allons parcourir une distance inclinée avec un angle de 30 degrés jusqu'à un réservoir qui se trouve ici. D'accord? Donc, on va considérer que la différence de hauteur entre ce point d'arrivage de l'eau et le réservoir, c'est 0. Donc, la hauteur du réservoir, on va la considérer 0. Mais on a une distance entre le puits et le réservoir d'eau est de 800 mètres. Vous devez nous calculer la chaîne T. C'est un cas réel. On a réalisé 2 installations dans la région d'El-Marrakech avec ces mêmes caractéristiques. La profondeur le puits est les alentours de 30 mètres, une pente inclinée de 800 mètres et un réservoir de 30 tonnes, 30 mètres cubes, qui est responsable de stocker de l'eau pour un village. C'est un village sur les montagnes. Donc, ils utilisent un puits traditionnel pour remplir le réservoir pour, bien sûr, l'eau potable. Mais c'est pas pour l'irrigation, c'est pour l'eau potable des gens qui habitent dans ce village. D'accord? Alors, vous devez calculer ma chaîne.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé la solution? Oui, 145,5 mètres. 145,5. Il y a d'autres solutions? Comment vous l'avez calculé, 145,5? Pour la distance D, j'ai fait le cosinus. نبداو بعدا بالنيفو ديناميك دونك خديتي 31 ياك Oui, et niveau statique, c'est 30. ما عندنا ما نديرو به نيفو ستاتيك D'accord. داكور سي 31 بلوس كوا Plus la distance D. لا ديستانس دي شنو هي 800 متر Non, 800 mètres fois cosinus de 30. 800 متر فوا كوسينوس ديال 30 800 متر فوا كوسينوس ديال 30 هي هاد لا ديستانس هادي نسميوها دي هي 800 فوا كوسينوس 30 وزدتي ليها هادي ها واش زدتي ليها هاد لا ديستانس هادي ما كتسمعناش ها Monsieur, j'ai trouvé 150. 150 Non, c'est pas 150, 550. 550 Oui. لا كترتي بزاف واقيلا المهم حنا غنفيريفيو كي درتي حسبتي هاد 550 Monsieur, c'est la distance, la hauteur بعد le réservoir euh, مع السيرفاس معنا هنايا في الشمع عندي هي هاد الاش عطات لي 400. هي 400 لا دابا كاينه الاش عطات لي 400. كي درتي حسبتي هاد 400 sinus 30 fois 800. واش انت اللي لقيتي 145.5 ولا لقيتي انت اللي لقيتي 550 دابا ندويو مع اللي لقات 550 حيت اللي لقات 145.5 ما كملاتش معنا الحساب تسنى بلاتي نكملوا مع مولات ال 550 الوغ مولات ال 550 قلتي لي باش بديتي شنو هي لا بريمير ديستانس اول حاجه غنحسب دي عطاتني 692. واش دي هي هذه اللي طراسيت انا من هنا لهنا ابخي حسبت اش لا مشى عندك الصوت عاد رجع واش دي هي هاد لا ديستانس اللي طراسيت هنا هي 800 فوا كوسينوس 30 شحال خرجت لك 692 800 fois cosinus 30 800 fois cosinus 30 هي 692 هي كي درتي دخلتيها في الحساب قسمتها على 10 بحال عطاتك 69 ياك قسمتها على 10 عطاتك 69 اييه ها هي شنو غادي نزيد لها اخر ابخي زدت ليها الاش اللي هو 400 800 في الكوس ديال 30 ولا 60 بلوتو 800 في 60 ديال 30 هي 400 60 ديال 30 واخا 800 فوا 60 ديال 30 هي 400 هادشي اللي كاين ياك
ومن بعد ضربتها في 1 بلس 0,1. Voilà, il y a la même chose. مضروبة في 0.1. هي اللي خرجت لك 550. صحيحة. C'est correct. C'est correct. Donc, la distance horizontale, on la considère en la divisant par 10. Bien sûr, là, chaque... pardon, j'ai commis une erreur. Là, chaque 10 mètres représente 1 mètre. Donc, on la divise par 10. Chaque 10 mètres rajoute 1 mètre. Ou la distance verticale, elle s'ajoute comme elle est. D'accord? Voilà, le niveau dynamique. Donc, c'est correct. Donc, c'est 550. Pour la participante qui a trouvé 145,5, quelle est la différence entre la façon avec laquelle tu as calculé et la façon avec laquelle nous avons calculé? Donc, probablement, il n'est pas connecté. Donc, il y a 3 exercices dont on avait besoin pour maîtriser le calcul de la chaîne TEF, les différents cas possibles. Maintenant, on va passer à une autre partie qui concerne le débit et le besoin en eau. Donc, on avait dit que pour le calcul, pour effectuer un dimensionnement d'un système de pompage solaire, il vous faut 2 informations, l'HMT et le débit. 2 informations. Donc, l'HMT, on sait maintenant le calcul. Donc, le débit, normalement, c'est une information qui doit vous être fournie par le client. هو اللي غادي يقول لك شحال خصني en besoin d'eau, soit en litres par heure ou là en mètres cubes par jour. D'accord? Donc, il y a une différente unité pour le débit, mais l'essentiel, il doit vous donner une valeur et c'est à vous de faire la conversion, l'unité qui vous convient. D'accord? Le débit. Le débit, c'est la quantité d'eau qui doit être fournie par la pompe durant un intervalle de temps donné. J'ai besoin de 5 tonnes d'eau, ou 5 mètres cubes d'eau par heure, ou j'ai besoin de 20 mètres cubes par jour. De toute façon, il doit vous indiquer le besoin d'eau qu'il a en fonction du temps. D'accord? S'il a de l'information, c'est bien. Sinon, les gens qui veulent s'aventurer à calculer le débit nécessaire par le débit exigé par le client, ils peuvent faire un listing. Donc, ils peuvent vérifier quel est le débit nécessaire pour alimenter la maison, quel est le débit nécessaire pour alimenter l'eau potable, pour garantir l'eau potable aux animaux, quel est le débit nécessaire pour fournir l'eau pour l'irrigation. Vous allez faire la somme pour identifier le débit global qui est demandé par le client. D'accord? Et là, je vous donne des petites indications ou des valeurs estimatives des besoins en eau pour la consommation humaine, la consommation des animaux et aussi pour certains types d'agriculture ou d'exploitation agricole. Donc, pour les humains, normalement, en conditions de vie normale, en Afrique, chaque être humain, il a besoin de 30 litres par jour, comme moyenne annuelle. 30 litres d'aflaféhal, ce qu'il boit et avec ce qu'il utilise pour l'hygiène, d'accord? Donc, tous les besoins d'eau, c'est 30 litres par jour pour un humain. Alors maintenant, pour l'élevage des animaux, surtout pour
pour garantir l'eau potable. Pour le bœuf, c'est 40 litres par jour, les moutons, 5 litres, le cheval, 40 litres, l'âne, 20 litres, le chameau, 20 litres. D'accord? Donc, ça dépend du type de l'exploitation que l'agriculteur a mis en place. Donc, ça va influencer sur le besoin en eau dont il aura besoin. Bien sûr, c'est là une exploitation d'élevage des animaux. S'il a une exploitation agricole, donc ça dépend du type de la culture. Donc, الدلاح ماشي هو كاوكاو ماشي هو الفريز ماشي هو البطاطا. Donc, chaque type d'agriculture, il a des besoins spécifiques en eau. Ça dépend aussi de la saison. D'accord? Donc, pour le riz, par exemple, il nécessite 100 mètres cubes d'eau par jour par hectare. C'est énorme. Pour les graines, généralement, c'est les alentours de 45 mètres cubes par jour par hectare. Canne à sucre, 65. Le coton, 55. D'accord? Donc, vous pouvez chercher sur Internet la culture que vous voulez estimer le besoin d'y là. Et vous allez trouver le besoin. Donc, et vous allez bien sûr faire le listing ou la somme des débits exigés pour déterminer le débit global. Ce qui nous intéresse, c'est un débit global en mètres cubes par jour. C'est l'information dont on a besoin pour faire le dimensionnement, bien sûr, avec aussi l'information HMT. Alors, maintenant, on va passer au dimensionnement. Le dimensionnement d'une installation de pompage solaire, ça veut dire qu'on doit déterminer les puissances et le nombre de chaque élément de cette installation avec précision. Et pour le dimensionnement des installations de pompage solaire, la première partie d'ILO, elle peut se faire selon trois méthodes. Donc, la première méthode, c'est en se basant sur l'information donnée par le client. Ça veut dire que c'est le client qui va vous dire j'ai besoin d'une pompe de tel chevaux, de tel kilowatt. Ça veut dire que le client a déjà l'information sur la puissance de la pompe dont il a besoin. Soit qu'il y a une société ou un ingénieur qui lui a fait une étude et lui a déterminé la puissance de la pompe dont il a besoin. Ça se fait. Par exemple, les agriculteurs qui veulent un projet de goutte à goutte, l'irrigation par goutte à goutte, normalement, l'irrigation au Maroc, le type d'irrigation au Maroc, il est subventionné par l'État. Donc, l'État paye les alentours de 80% le coût financier pour installer un système d'irrigation en goutte à goutte sur une exploitation agricole. Mais l'État vous exige de faire une étude. Une étude avec, bien sûr, c'est un ingénieur qui va faire l'étude et va vous déterminer de combien de goutteurs vous avez besoin, de combien de débit d'eau dont vous avez besoin, aussi la puissance de la pompe dont vous aurez besoin, selon la profondeur du puits que vous avez. Donc, il y a toute une étude qui se fait. Parmi les informations qui sont précisées dans cette étude, c'est le débit dont vous avez besoin pour votre exploitation agricole, bien sûr. Et la HMT, c'est une information basique. Donc, dès que vous creusez votre puits, vous avez l'information HMT. Alors que l'information débit, donc ça nécessite une étude. Il se peut que le client, il a déjà postulé pour la subvention de l'État, il a déjà l'étude, donc il a ces deux informations. Ah, ou là, un autre exemple, un client qui a un voisin qui fait la même chose, la même exploitation agricole, il a déjà un puits où il le fait marcher avec une pompe maintenant d'il 10 chevaux et ça marche très bien. Donc lui aussi, il va vous dire, moi je veux faire la même chose que mon voisin. Je vais cultiver la même chose, j'ai le même HMT, donc j'ai besoin d'une pompe de la même puissance que mon voisin. D'accord? Dans tous les cas, si l'information sur la puissance de la pompe est donnée par le client, alors il vous a facilité la tâche.
Donc, le dimensionnement devient plus facile. Sinon, il doit au moins vous donner l'information sur le débit journalier dont il a besoin et la chaîneté. À partir de ces deux informations, vous allez faire un calcul avec une équation pour déterminer la puissance de la pompe dont il a besoin. On est d'accord? La troisième méthode consiste à déterminer la puissance de la pompe. Donc, les trois méthodes, les trois servent à déterminer la puissance de la pompe. La puissance de la pompe, c'est l'information clé qui va vous lancer dans le dimensionnement facilement, sans complication. La troisième méthode, c'est que vous pouvez déterminer la puissance de la pompe en se basant sur des courbes ou là, des tableaux du constructeur de la pompe en fonction de la chaîneté et le débit. Donc, les gens qui fabriquent les pompes, les constructeurs de pompes, mettent à la disposition de la clientèle des courbes ou des tableaux qui indiquent quelle est la pompe, quelle est la puissance nécessaire avec notre marque pour pomper de l'eau à telle profondeur avec tel débit. Et il vous donne l'information puissance. Avec cette méthode, vous pouvez aussi faire le dimensionnement facilement et sans calculer. Vous n'allez pas calculer la puissance de la pompe, vous allez tout simplement la tirer, ou la déduire à partir des courbes ou bien des tables du constructeur. Nous, on va voir les trois cas, bien sûr. Alors, on va passer de la méthode 2. Ça veut dire qu'on n'a pas l'information sur la puissance de la pompe et qu'on va la calculer avec la chaîneté et le débit journalier. Voilà, la méthode. Donc, voilà, la première des choses, c'est de calculer l'énergie électrique. Maintenant, nous avons besoin d'un débit tel, un débit coulomb. Maintenant, 10 mètres cubes par jour. Et nous avons l'information HMT égale à 120 mètres. D'accord? Nous devons calculer quelle est l'énergie électrique en kilowattheure nécessaire. Quelle est l'énergie électrique nécessaire pour pomper 10 mètres cubes d'eau par jour à une profondeur de 120 mètres. Et il y a l'information qu'on est en train de calculer. Quelle est l'énergie qu'on doit payer nécessaire pour pomper 10 mètres cubes d'eau par jour à une profondeur de 120 mètres. Un exemple. D'accord? L'énergie électrique, elle est égale à 2,725 fois coulomb, qui est le débit journalier en mètres cubes par jour, fois la chaîneté en mètres, divisé par RP. Donc, 2,725, c'est la constante hydraulique. La constante hydraulique, c'est Rho fois G. C'est la constante hydraulique. C'est une valeur fixe qui ne change pas tous les dimensions. Coulomb, c'est le débit journalier en mètres cubes par jour. Donc, le débit journalier, c'est une information, on a dit, qui doit être précisée par le client. La chaîneté aussi, c'est une information qui va être calculée par vous en fonction des données fournies par le client. Et RP, c'est le rendement du groupe motopompe. Le rendement du groupe motopompe. C'est quoi le rendement d'un groupe motopompe? Le rendement d'une pompe, tout simplement, d'après vous. C'est la puissance absorbée sur la puissance du client. Exactement. Le rendement dit le groupe motopompe, RP, est égal à la puissance de sortie. Ça veut dire c'est la puissance mécanique sur la puissance électrique. Sur la puissance électrique. Ça veut dire que vous allez fournir une puissance électrique en disant que c'est 10 kW de puissance électrique et la pompe va la convertir en puissance mécanique, mais seulement à
5 kilowatts. Il va vous fournir 5 kilowatts de puissance mécanique. Ça veut dire qu'il y a que la moitié de la puissance, que le rendement est égal à 50%. Ça veut dire que 50% de la puissance a été perdue. D'accord? Ou c'est une valeur réelle. Alors, le rendement, généralement, le rendement des groupes motopompes, il varie entre 35% jusqu'à 50%, maximum. D'accord? Ça veut dire que 50% de la puissance électrique, elle est perdue. Et seuls 50% de cette puissance sont convertis en puissance mécanique. Vous avez compris. Ça veut dire que le RP, il faut le remplacer. Généralement, ça dépend de la marque des pompes avec laquelle vous travaillez, il faut le remplacer par 0,5. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Voilà. Maintenant que nous avons calculé l'énergie électrique, ça va vous donner une valeur en kilowattheure, c'est de l'énergie. D'accord? Si nous avons calculé l'énergie électrique, nous allons passer pour calculer la puissance électrique. Quelle est la puissance électrique nécessaire pour fournir de l'énergie? On va passer de l'énergie à la puissance. Et pour calculer la puissance électrique, nous avons besoin de la définition des conditions du site, puis le calcul du nombre d'heures d'ensoleillement. Deux choses, la définition des conditions du site et le calcul du nombre d'heures d'ensoleillement. Pour définir les conditions du site, on doit se référer à une base de données, l'IA PVGIS. C'est une base de données qui vous permet de déterminer l'irradiation et le nombre d'heures d'ensoleillement d'un site donné. Vous vous rappelez la formation off-grid? On avait parlé que l'énergie produite par un seul module photovoltaïque est égale à la puissance crête fois le nombre d'heures d'ensoleillement. On avait remplacé le nombre d'heures d'ensoleillement par 5. Vous vous rappelez de ça? Oui. Et je vous avais dit qu'avec le 5, alors on peut le calculer, le calculer à partir de la base de données PVGIS parce que ça dépend du site. Alors, ce sont des conditions de type météorologique que vous ne pouvez avoir qu'en se référant à une base de données fiable PVGIS. Donc, il a le PVGIS. Lorsqu'on accède au site PVGIS, et je vous ai mis le lien la diapositive, je vais vous l'envoyer par chat. Vous pouvez y accéder maintenant. Donc, منين كندخلوا le PVGIS, voilà, كنمشيو le Solar Radiation Tool, l'outil qui vous permet de calculer l'irradiation solaire. D'accord? La première des choses que vous devez faire, c'est que vous devez sélectionner l'endroit là où vous allez faire votre installation. On va tester par exemple Salé, la ville de Salé. Voilà. On s'est fixé sur Salé. Voilà, on a les données latitude et longitude d'ILA. Maintenant, on va extraire les données irradiation. Il faut choisir une année. Là, on va voir la dernière année, les données de la dernière année, 2016. De nombreuses années, ça sera une année, donc 2016. On va voir les données irradiation globale, angle optimal. On a le choix entre irradiation globale horizontale, normale,
global angle optimal et irradiation globale par angle. Ça veut dire que c'est vous qui doit choisir l'angle. Ça veut dire quoi, irradiation globale angle optimal? شفناها في la formation اللي فاتت. Quel est l'angle optimal pour une installation? Oh, c'est la latitude du site. L'angle optimal d'une installation solaire est égal à la latitude du site. Ça veut dire dans le cas de la ville de Salé, c'est 34. On est d'accord? Hein? On est d'accord. On a vu déjà dans la formation précédente, on avait dit que l'angle optimal d'inclinaison des modules photovoltaïques pour une installation photovoltaïque, c'est la même latitude du site. On avait fait la démonstration sur une image qui représente la Terre, le globe terrestre. On a vu les lignes qui représentent les lignes de longitude, les lignes de latitude. On avait vérifié plusieurs cas, le Maroc, l'Afrique, l'Équateur, l'Europe. Donc, on avait vu ça. Maintenant, on va visualiser les données d'irradiation pour l'angle optimal. Voilà. Donc, on a les données sous forme d'une courbe pour les différents mois. Janvier, février, mars, et ainsi de suite. On va télécharger le PDF. On va télécharger le PDF. D'accord? Mariam, tu es connecté, Yak? Oui, monsieur. Voilà. Donc, les données اللي عندنا أمرين. Les données de l'irradiation que nous avons. Normalement, ils ont quelle unité? Je nomme les données, je n'ai l'unité de 148, liée à l'irradiation du mois de janvier, normalement. C'est le watt-heure par mètre carré, non? C'est kilowattheure par mètre carré. Ouais, vous la voyez, c'est 148,63 kWh par mètre carré. D'accord? Il vous donne les valeurs en kWh par mètre carré. Donc, nous, pour faire le dimensionnement, alors nous avons plusieurs choix. On peut se baser sur le mois le plus favorable. Ça veut dire le mois qui donne le maximum d'irradiation. Je crois que c'est juin. 211. Et dans ce cas, nous allons sous-dimensionner l'installation. On va obtenir un nombre minimum de modules photovoltaïques. Soit on va se baser sur le mois le plus défavorable. Il s'agit de décembre, 129. Et dans ce cas, on va surdimensionner l'installation. On va avoir un très grand nombre de modules photovoltaïques. Le troisième choix, c'est quoi? La moyenne. La moyenne. On va faire la moyenne de toute l'année et on va dimensionner selon la moyenne. Et c'est la méthode que je préfère. Je préfère dimensionner en utilisant la moyenne annuelle. Ça veut dire, la formation précédente, lorsque je vous ai dit qu'il s'agit de 5 heures d'ensoleillement, qu'est-ce que j'avais pris en considération? La moyenne annuelle. D'accord? Ici, on va faire la même chose. On va faire la même chose. Nous avons 148 en janvier. Oubliez la virgule. 135, je vais zoomer. 135 en février. Et 194 en mars, et ainsi de suite. Qui peut nous calculer la moyenne de tout ça? Ça veut dire faire la somme de tout et diviser par 12.
174. 174. On va revenir diapo باش نكتبوا هادشي. Shift F5. Donc, on a obtenu 174. D'accord? C'est en kilowattheure par mètre carré. C'est la moyenne annuelle de l'irradiation de la ville de Salé. ولكن هادشي, ça représente une durée de combien? De l'année. Là, ديال un mois. Les données qu'on a récoltées, ça représente un mois. Oui, oui, oui. Ah ouais. J'ai choisi, PVGiste, j'ai choisi données mensuelles. Vous pouvez avoir les données quotidiennes ou les données horaires. J'ai choisi données mensuelles. D'accord? Donc, c'est les radiations d'un mois. Un mois, il y a 30 jours. Ça veut dire que 174 kWh par mètre carré, on doit la diviser par quoi? Par 30 pour avoir l'irradiation journalière. Ça vous donne combien? 5,8. 5,8 kWh par mètre carré. Bien. On a obtenu l'information qui nous intéresse. L'irradiation. D'abord, le calcul de puissance. Pardon, il y a une erreur à corriger. Calcul de la puissance électrique. Voilà, calcul de puissance électrique. Donc, d'abord, on a calculé l'énergie électrique nécessaire pour pomper la quantité d'eau à cette profondeur pendant une journée. Et maintenant, on va calculer la puissance électrique. Quelle est la puissance électrique nécessaire pour effectuer cette tâche? Il y a l'énergie électrique divisée par le nombre d'heures d'ensoleillement. Alors, Myriam, quel est le nombre d'heures d'ensoleillement? H. Myriam, ما عندهاش الكونيكسيون. C'est l'irradiation sur 1000. Tout simplement. L'irradiation, c'est ce qu'on a calculé, 5,8 kWh par mètre carré. Si on la divise par 1000, le nombre d'heures d'ensoleillement en heure. D'accord? Le kilowatt. Il a قسمناه على 1000 كتبقى لنا غير الوات اور. D'accord? Donc, ce qui nous intéresse, c'est le nombre d'heures d'ensoleillement. Donc, l'irradiation 5,8 kWh liée 5800 Wh, قسمناها على 1000 غادي تعطينا 5,8 heures. Le nombre d'heures d'ensoleillement est 5,8. Maintenant, pour vous faciliter la compréhension, c'est l'équation. Oui, vous devez la savoir. Mais pour vous faciliter la compréhension, si le nombre, l'irradiation journalière, les 5,8 kWh par mètre carré, il y a le nombre d'heures d'ensoleillement. Tout simplement. L'irradiation journalière est égale au nombre d'heures d'ensoleillement. C'est la même valeur. Une conversion d'unité. Mais c'est la même valeur. Est-ce que c'est clair? Oui, oui. C'est bon. Donc, les données que vous tirez à partir de PVGiste, par exemple pour un mois, il suffit de les diviser par 30 pour avoir l'irradiation journalière, ou avec l'irradiation journalière, ça représente le nombre d'heures d'ensoleillement. D'accord? Et là, je dis l'énergie électrique, vous l'avez divisé par le nombre d'heures d'ensoleillement, vous allez obtenir la puissance, pardon,
كاين une erreur هنايا. Puissance de la pompe doit être supérieure à la puissance électrique. Oui. La puissance de la pompe divisée par la puissance crête d'un seul panneau. هي ما كايناش اون ايرور ولكن ماشي هذا هو اللوغد اللي كنت باغي ندير في الريزونمون. puissance électrique égale l'énergie électrique sur H fois هاد لو كوفيسيون. نورمالمون هاد لو كوفيسيون ما كانش خصني نضرب فيه هنا. وبالنسبه للنومبر ديال لي توتال ديال البالون لا بويسونس دو بومب سور لا بويسونس 4 ماشي مشكل. دونك سي جوست ما كايناش اون ايرور ولكن كاين غير لوردر هذا il est un petit peu plus difficile à comprendre. ما عليناش. Je vais essayer de simplifier. Donc, l'énergie électrique, si on la divise par le nombre d'heures d'ensoleillement, on obtient la puissance électrique, mais il faut la multiplier par un coefficient. Et le coefficient, ça représente quoi? Ça représente les pertes, le coefficient de perte. Il est égal à 1,4. Pourquoi 1,4? Ça représente les pertes qui à cause de la température, qui à cause de la poussière, qui à cause des pertes flécables. Donc, les pertes que je me rends fait le coefficient. D'accord? Ça veut dire quoi quand on 1,4? Ça veut dire qu'on considère que 40% de l'énergie de à cause de la température, la poussière, le câblage, beaucoup d'autres paramètres. D'accord? La résistance interne des panneaux, beaucoup de paramètres. Et donc, on essaie de compenser en multipliant par 1,4. D'accord? Et on calcule la puissance, tout en la multipliant par un coefficient qui est égal à 1,4. C'est clair? Oui, oui. Voilà. Pour clarifier les choses encore plus, une énergie en kilowattheure, si vous la divisez par un nombre d'heures, qu'est-ce qui reste? Le kilowatt. Yeah. Oui. C'est une puissance. Oui, on la multiplie par un coefficient. C'est un simple coefficient qui compense les pertes. Tout simplement. On calcule, donc on a obtenu la puissance électrique nécessaire pour pomper le débit tel à une profondeur telle. On a l'information puissance. Maintenant, maintenant la puissance de la pompe. La puissance de la pompe. La puissance de la pompe doit être supérieure à la puissance électrique. Et la puissance du variateur doit être supérieure à la puissance de la pompe. Et là, on avait dit que les puissances des pompes sont standardisées. D'accord? Et que la puissance des variateurs sont aussi standardisées. Ça veut dire que si vous faites le calcul et que vous trouvez une puissance électrique, maintenant, de 8800 watts, vous ne pouvez pas avoir une pompe de 8800 watts. Mais ce que vous pouvez avoir, c'est une pompe de maintenant 11 kW. D'accord? Donc, la puissance de la pompe doit être juste supérieure à la puissance électrique calculée. Ou bien la même puissance. Si vous obtenez maintenant, si vous faites le calcul, vous trouvez une puissance électrique de 5500 watts, et que bien sûr, dans le marché, il y a une pompe qui est égale qui a la puissance 5500 watts, il suffit de prendre cette valeur. C'est bon. C'est pas la peine de majorer. Mais s'il n'y a pas une pompe exacte avec cette puissance, il faut majorer. D'accord? ولكن هنا excusez-moi je reviens à corriger هذا le coefficient ما عجبنيش لا بوزيسيون ديالو هنايا غادي يخربقنا في الحساب غادي نحيدوه من هنا et on va le mettre ici
le calcul il y a le nombre total des pompes. À quelle la démarche du dimensionnement va être plus logique. نحيدوه من هنا et on va le rajouter ici. D'accord, donc, on va calculer la puissance électrique. C'est l'énergie électrique divisée par le nombre d'heures d'ensoleillement, mais on ne va pas la multiplier par avec le coefficient. On va la calculer telle qu'elle est. D'accord? On va passer le calcul de la puissance de la pompe. La puissance de la pompe doit être supérieure ou égale à la puissance électrique calculée. La troisième étape, c'est la détermination de la puissance du variateur. La puissance du variateur doit être supérieure ou égale à la puissance de la pompe, déterminée. Quatrième des choses, c'est le calcul du nombre total des panneaux. هنا كندخلوا في le vrai dimensionnement. Alors, le nombre total des panneaux, c'est la puissance de la pompe déterminée, divisée par la puissance crête d'un seul panneau, multiplié par avec le coefficient qui représente les pertes, les 1,4. D'accord? Ensuite, on doit calculer le nombre de panneaux par string. Le nombre de panneaux par string est égal à la tension nominale du variateur divisé par la tension VMP du module photovoltaïque, la tension au point de fonctionnement maximal. Et la tension nominale du variateur, on va l'expliquer davantage sur l'exemple. Sixièmement, on doit calculer le nombre de strings. Le nombre de strings, c'est le nombre total des panneaux divisé par le nombre de panneaux par string. C'est similaire à ce que nous avons vu en OFPI. La dernière étape, dimensionnement, c'est la vérification. On doit vérifier que le nombre de panneaux par string fois le VCO est inférieur au max du variateur. D'accord? Maintenant, on va faire un exemple. Vous allez mieux comprendre en faisant un petit exemple. Et l'exemple, on va le faire avec la méthode 1. Voilà. On va supposer que le client nous a déterminé la puissance de la pompe qu'il veut installer. Il nous a dit, j'ai besoin d'une pompe de 3 chevaux, tout simplement. D'accord? Dans ce cas, on n'a pas besoin de calculer ni l'énergie électrique, ni la puissance électrique. On passe directement à cette étape. Donc ici, c'est la méthode 1. La méthode 1 commence à partir de l'étape 2. La méthode 1, elle commence à partir d'ici. Vous n'avez pas besoin de calculer ni énergie électrique, ni puissance électrique. Vous passez directement la détermination de la puissance de la pompe. La puissance de la pompe, elle a été déterminée par le client. Combien il nous a dit? 3 chevaux. 3 chevaux. C'est équivalent à 2200 watts. C'est 2,2 kW. On continue le dimensionnement. Détermination de la puissance du variateur. Alors, est-ce qu'il y a un variateur qui est égal à 2,2 kW, qui a une puissance de 2,2 kW? Oui, il y a un variateur de 2,2 kW, donc la puissance du variateur est égale à 2,2 kW. Supposons que la puissance de la pompe calculée était égale à 1800 watts. Est-ce qu'il y a un variateur de 1800 watts? Non. La puissance du variateur qui est juste supérieure à 1800 watts, c'est 2200 watts. Donc, on va travailler avec un variateur de 2200 watts. D'accord? C'est-à-dire que la puissance du variateur doit être juste supérieure à la puissance de la pompe. Maintenant, la puissance du variateur est de 2,2 kW. Je nomme les puissances standards pour les pompes et pour les variateurs. On a 1 cheval
il y a 750 watts. Vous pouvez prendre ça en note, ça va nous aider faire les prochains exercices. 2 chevaux, il y a 1,5 kW, 1,5 kW. 3 chevaux, il y a 2,2 kW. 5,5 chevaux, il y a 4 kW. 7,5 chevaux, il y a 5,5 kW. Ou 10 chevaux, il y a 7,5 kW. D'accord? La moitié, très bien. Je vais vous ajouter les autres puissances par la suite. Ça veut dire, je reviens à le point, là, je pense que c'est pas clair pour vous. Si on calcule qu'on a besoin d'une pompe de 3500 watts, on a fait un calcul, on a obtenu que nous avons besoin d'une pompe de 3500 watts. Est-ce qu'il y a ici une pompe de 3500 watts? Les valeurs sont valides pour les pompes et pour les variateurs. Est-ce qu'il y a ici une pompe qui est égale à 3500 watts? Non, Non. Donc, on va choisir une pompe de combien de puissance? de 4. 4 kW. La valeur qui est juste supérieure à ça. La signification de le symbole et le symbole. La même chose pour le variateur. Si la puissance de la pompe demandée est 2,2 kW, d'accord? Normalement, il y a un variateur de 2,2 kW. Donc, on va le choisir. Sinon, si on trouve une pompe maintenant 5800 watts, on l'a trouvé dans le marché, je ne sais pas comment, et qu'on veut un variateur convenable avec cette pompe, qu'est-ce qu'on va choisir? Il n'y a pas un variateur de 5800 watts, il y a un variateur de 7,5 kW. Donc, on va choisir un variateur de 7,5 kW, juste supérieur à la puissance de la pompe. D'accord? Et on était en train de faire un exemple pour 3 chevaux. Donc, prenez en note les puissances et je vais continuer le dimensionnement. Un variateur, on a choisi la pompe est de 3 chevaux. Donc, le variateur, la puissance du variateur, la même chose, 2,2 kW, 3 chevaux. Calcul du nombre total de panneaux. Voilà la puissance de la pompe, il y a 2200 watts, divisé par la puissance crête du panneau. On va supposer qu'on est en train de travailler avec un panneau de 280 watts. Il faut multiplier par 1,4, coefficient des pertes. Ça va vous donner combien? 11. 11. C'est-à-dire que nous avons besoin de 11 panneaux de 280 watts pour faire fonctionner une pompe de 3 chevaux. On passe l'autre étape, l'étape 5, calcul du nombre de panneaux par string. Donc, c'est la tension nominale du variateur divisée par le VMP de le panneau. Normalement, lorsque vous achetez un variateur, soit qu'il fonctionne avec les pompes de 120 volts, soit qu'il fonctionne avec les pompes 380 volts. C'est soit l'un, soit l'autre. D'accord? Pour un variateur qui fonctionne avec une pompe de 220 volts, la plage de tension d'ILO est de 150 jusqu'à 450. Et pour les variateurs 380, la plage de tension admissible, c'est 250, 780. C'est-à-dire la plage de tension MPPT. Et le variateur. Ça veut dire que la tension le champ photovoltaïque doit être incluse dans cet intervalle. On est d'accord? Bien. Alors, quelle est la tension nominale pour alimenter le variateur? Quelle est la tension nominale pour l'alimenter? C'est la médiane de cet intervalle. Montasaf la médiane. Quelle est la médiane de cet intervalle? C'est 150 plus 450 sur 2. Ça vous donne combien? 300. 300. La médiane du deuxième intervalle, dans le cas d'un variateur 380 volts, c'est 250 plus 780 sur 2. Ça vous donne combien? 515. 515 volts.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez que ce variateur fonctionne bien, qu'il vous donne un bon rendement et qu'il fonctionne à l'aise, il faut l'alimenter avec une tension qui est aux alentours de 300 volts, dans le cas du variateur de 100 volts, et une tension de 515 volts dans le cas du variateur de 380. Tout simplement. Pour optimiser le rendement du variateur, il faut le faire fonctionner au milieu de son intervalle MPP. On est d'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, la tension nominale d'un variateur, c'est la médiane de sa plage MPP, tout simplement. Et la tension VMP d'un panneau de 280 watts, c'est 31 volts, d'après ce que nous avons vu dans les exercices précédents. Ça veut dire, on va supposer qu'on est en train de travailler avec un variateur de 220 volts, puisqu'il s'agit de pompes de 3 chevaux. Généralement, les pompes de 3 chevaux, on les fait fonctionner en 220 volts. Dans ce cas, la médiane, c'est 300 volts. Ça veut dire qu'on va diviser 300 par 31. Ça vous donne combien? 9,6. 9,6. 9,6 panneaux. On va majorer, ça veut dire que c'est 10 panneaux. On a obtenu un nombre de panneaux par string qui est égal à 10. Alors que le nombre total des panneaux demandés normalement était égal à 11. D'accord? Pour satisfaire la puissance demandée par la pompe. Qu'est-ce qu'il faut calculer aussi? Calculer le nombre de strings, ou le nombre total des panneaux divisé par le nombre de panneaux par string. Le nombre de strings est égal à 11 divisé par le nombre de panneaux par string par 10. Ça vous donne 1, quelque chose de petit. Ça donne combien? 11 sur 10? 1,1. 1,1. On ne peut pas majorer, ça veut dire que c'est égal à 1. Ça veut dire que ce dimensionnement nous a donné une chaîne de 10 panneaux, seulement un seul string, et le nombre de panneaux par string, 10. D'accord? Ou le nombre total de panneaux qui est demandé, ou qui est exigé par la pompe, c'est 11. D'après vous, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on se limite à 10 ou bien on remonte à 11? On remonte à 11. On remonte à 11 à condition de faire la vérification. On remonte à 11, mais on va faire cette vérification. Parce que l'idéal, c'est de fonctionner avec 11 panneaux pour satisfaire les besoins de la pompe et combler les pertes avec le coefficient de 1,4. À condition que cette équation soit vérifiée. La vérification, qu'est-ce qu'il vous dit? Il faut multiplier le nombre de panneaux par string, il y a 11, fois le VCO. Combien est le VCO, le panneau de 280 watts? Je crois c'est 38 volts. D'accord? On doit vérifier que c'est inférieur à la tension maximale admissible par le variateur. Le VCO, mais chez le VMP. Donc 11 fois 38, ça vous donne combien? 418. Pardon? 418. 418. Alors que ce variateur est limité à 450. Est-ce que ça passe? Oui. Ça passe. Donc c'est inférieur à 450. Donc on peut adopter la configuration 11 panneaux en série. C'est valide. Il y a d'autres vérifications à faire. Je n'ai pas voulu vous stresser avec beaucoup d'équations et beaucoup de vérifications dès le départ. On va se contenter de l'exemple. Pour le moment, pour cette nuit, on va se contenter de l'exemple. Et j'espère que vous allez le digérer et le comprendre pour demain. Parce que demain, on va le compliquer un petit peu plus
en rajoutant plus de vérification. Je crois qu'elle est déjà beaucoup compliquée pour vous. Et n'oubliez pas qu'on a commencé à partir de l'étape 2, parce que le client, il nous a facilité la tâche. Et il nous a dit directement, j'ai besoin d'une pompe de 3 chevaux. Voilà, imaginez que le client nous avait donné tout simplement le débit. Le débit et la chaîneté. Dans ce cas, il fallait calculer l'énergie électrique. À partir de l'énergie électrique, il fallait calculer la puissance électrique. À partir de la puissance électrique, on peut déterminer la puissance de la pompe. D'accord? On a sauté 2 étapes parce que l'agriculteur, il est gentil, il nous a facilité la tâche, il nous a dit j'ai besoin d'une pompe de 3 chevaux. D'accord? Mais normalement, la deuxième méthode qu'on va voir demain, c'est de calculer la puissance de la pompe à partir du donné sur le débit journalier et sur la chaîneté. Donc, dans ce cas, on aura besoin de calculer l'énergie électrique, de définir les conditions du site, de calculer le nombre d'heures d'ensoleillement, de calculer la puissance électrique, qui est l'énergie sur le nombre d'heures d'ensoleillement. Et par la suite, on va commencer le dimensionnement. On va déterminer la puissance de la pompe parmi les puissances standards. On va déterminer la puissance du variateur parmi les puissances standards. On va calculer le nombre total des panneaux tout en multipliant par le coefficient des pertes. D'accord? Ou la puissance de la pompe divisée par la puissance crête fois le coefficient des pertes pour savoir quel est le nombre de panneaux nécessaires pour faire fonctionner la pompe. D'accord? Après avoir déterminé le nombre de panneaux nécessaires pour faire fonctionner la pompe, on doit calculer les panneaux, comment on va les arranger. Combien de panneaux on va mettre par string. 11 ou la 12 ou la 14, on ne le sait pas. Ce qui nous permet de déterminer le nombre de panneaux qu'on peut mettre en série, c'est la tension nominale du variateur. Le variateur vous dit que je vais travailler à l'aise si vous choisissez une tension d'entrée d'essai qui est au milieu de l'intervalle MPPT. Au milieu de mon intervalle MPPT. D'accord? Je vais être content. Donc, vous allez à chaque fois calculer la médiane de l'intervalle MPPT du variateur. Vous allez la diviser par le VMP. Pourquoi on ne l'a pas divisé par le VCO? Logiquement. Pourquoi on ne l'a pas divisé par le VCO? Parce que les appareils utilisés sont de type MPPT. Voilà, c'est la première raison, parce que le variateur, il est déjà MPPT. Ou parce que dès qu'on raccorde les panneaux à un variateur, au cours de leur fonctionnement, ils ne peuvent jamais fournir VCO. VCO, c'est une tension à vide lorsque les panneaux sont déconnectés. D'accord? Lorsqu'ils vont commencer à fonctionner, ils vont fournir VMP. C'est pour cela qu'on raisonne sur le VMP, la valeur réelle de tension qui sera fournie par les modules photovoltaïques. D'accord? On a déterminé le nombre de panneaux par string, combien de panneaux on va mettre en série. Ce qui reste, c'est déterminer combien de chaînes nous aurons. Combien de strings nous aurons. Donc, c'est le nombre total des panneaux divisé par le nombre de panneaux par string. D'accord? On sait maintenant combien de panneaux on doit mettre en série, combien de chaînes on va mettre en parallèle. Il reste que la vérification. On va vérifier qu'on n'a pas dépassé la limite, la valeur limite de tension du variateur pour ne pas risquer de l'endommager. Dans ce cas, il faut multiplier par le VCO. Ça veut dire qu'il faut vérifier que dans le pire des cas, où la température descend significativement jusqu'à ce que les panneaux produisent VCO. Ça veut dire que la température de la cellule devient 25 degrés. Ça veut dire que l'air ambiant en dessous de 10 degrés. D'accord? Dans ce cas, les panneaux vont augmenter leur tension jusqu'à probablement atteindre le VCO. C'est le pire des cas. On doit voir qu'au pire des cas, si les panneaux nous donnent VCO, on ne va pas dépasser la valeur maximale du variateur pour ne jamais risquer de l'endommager. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez des questions? Oui. Bon, si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter ici et on va continuer demain, Inch'Allah. On va faire 2 autres exemples au minimum. L'un pour
la deuxième méthode. Voilà, la deuxième méthode. Bon, on va faire 3 exercices. On l'a fait comme étant un exemple. Mais il faut vous entraîner à le faire vous-même. Donc, on va faire 3 exercices. Un avec la première méthode, un deuxième exercice avec la deuxième méthode, un troisième exercice avec la troisième méthode. Donc, pour demain, on aura 3 exercices de dimension. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne nuit.